Dans l'actualité des idées aujourd'hui, sauver la planète, les petites mains derrière les grands discours, au-delà de ces mots qu'on entend sur l'écologie, de ces plaidoyers, quelles sont les initiatives locales et les réalités aussi derrière le recyclage notamment. On en parle avec nos deux invités. Tout d'abord la journaliste réalisatrice Flore Vasseur. Elle a traversé le monde pour rencontrer une génération de jeunes femmes et de jeunes hommes qui s'engagent à leur échelle pour l'éducation, pour l'information, pour l'environnement. Des débouchés concrets, voilà ce qu'il cherche aux utopies communes. Son film Bigger Than Us est à voir au cinéma et le film s'ouvre en Indonésie. Bonjour Flore Vasseur. Bonjour. À nos côtés virtuellement, avec nous à Marseille, enseignante à l'université Aix-Marseille, l'anthropologue Michaëla Lemeur qui raconte la mondialisation des déchets dans un court essai publié aux éditions Premier Parallèle, Le mythe du recyclage, c'est son titre, à partir d'une enquête de terrain menée au Vietnam. Bonjour à vous Michaëla Lemeur. Bonjour. Bonjour. Pollution, manque d'eau, plus de 200 millions de personnes pourraient être obligées de quitter leur foyer d'ici 2050 à cause de la crise climatique. Ça, c'est ce que dit un des nombreux rapports, ici en l'espèce de la Banque mondiale, sur le sujet de la crise climatique. Il a porté une attention particulière au sujet des migrants climatiques. À situation mondiale, photographie mondiale pour ce type de rapport qui nous donne des grandes tendances et des grandes lignes. Vous avez procédé l'une et l'autre autrement, c'est-à-dire que vous nous faites un état du monde à partir d'une échelle beaucoup plus restreinte, d'une échelle locale. Indonésie, Vietnam, je le disais, c'est là où débutent vos deux travaux. Flore Vasseur, vous allez faire le tour du monde pour parler de ces jeunes qui cherchent aujourd'hui à réparer notre planète. Vous, Michaël Elmer, vous êtes allé comprendre les coulisses du recyclage à partir du Vietnam, qui a été votre terrain d'enquête et qui le reste depuis 10 ans. Si loin, si proche, qu'est-ce que vous avez pu l'une et l'autre constater sur place, Flore Vasseur? Est-ce que vous diriez qu'il y a plein d'endroits comme ça aujourd'hui dans le monde qui sont véritablement des laboratoires de la mondialisation? Je crois que nous sommes un laboratoire de la mondialisation. Moi, je suis allée sur des lignes de front, en fait, sur lesquelles, effectivement, une génération est en train de se lever, pour essayer de faire quelque chose face à des enjeux qui nous concernent tous et toutes. Pas que effectivement la pollution, et vous mentionniez les réfugiés, et ce chiffre de 200 millions de réfugiés à 2050. Ce qu'ils fuient en général à 80 c'est, ce qu'ils cherchent, les raisons de leur départ, c'est, l'insécurité alimentaire. Et l'insécurité alimentaire, elle est liée effectivement aux problèmes climatiques, mais elle est énormément liée aux problèmes, de géopolitique et cetera, qui d'ailleurs sont de plus en plus liés à des problèmes climatiques. Donc, effectivement, nous, ce qu'on a voulu montrer, c'est que tout était lié. C'est pour ça que je répondrai à votre question. Nous sommes un énorme laboratoire de la mondialisation. Il n'y a plus un problème ici et un autre ailleurs. Ils sont partout, à des degrés différents. Et c'est ce qui m'a le plus touchée, en fait. C'est qu'à chaque fois, par exemple, j'allais au Brésil sur la question de la liberté d'expression. Et je me disais, en fait, est-ce que ce qui se passe dans les favelas, c'est derrière nous ou devant nous? Vous êtes journaliste, je suis journaliste. Ce qu'on fait aux journalistes aujourd'hui, est-ce que c'est un monde d'avant ou est-ce que c'est devant? Et donc, c'est pour dire que cette tendance-là à la restriction des libertés, notamment de la presse, elle est partout. Au Brésil, elle s'incarne de façon très, très particulière, mais chez nous aussi, à un bien autre degré. Donc, ce que j'ai vu, c'est que finalement, effectivement, il y a cette universalité de situation et il y a cette universalité de réponse avec une génération qui n'attend plus rien des institutions et des adultes et qui se lèvent parce qu'en fait, il faut tout simplement survivre. D'où votre envie de rendre visible aussi ces combats et ces existences. C'est un système mondialisé de flux et de reflux que vous racontez vous aussi, Michaëla Lemeur, dans cet ouvrage, Le mythe du recyclage. De flux et de reflux, d'hommes et de femmes aussi. Vous montrez l'incroyable invisibilisation des déchets occidentaux qui sont envoyés au loin. Vous montrez finalement ce qu'on ne voit pas derrière ce mot et cette entreprise de recyclage.
Oui, tout à fait. Je me suis attachée à ce que d'autres sociologues avant moi ont pu qualifier de mondialisation par le bas, c'est-à-dire des matières et des déchets qui circulent et qui nous relient, nous les humains d'un côté de la planète et d'autres humains de l'autre côté de la planète, et qui avons des vies parallèles mais pas si étrangères les unes aux autres, notamment du fait de ces circulations que j'ai décrites à travers la conteneurisation de l'économie mondiale, en tout cas ces containers de déchets qui circulent et qui sont exportés par des pays développés et qui atterrissent dans certains pays en développement, dont le Vietnam, où le village qui m'a intéressée et dont je parle dans le livre accueille chaque jour un flux de matières qui s'accumulent et qui sont traitées localement par des humains et qui donc finalement voilà, touchent du doigt aussi des matières qu'on a pu, nous, par le passé, toucher. Comment Donc est il y a né effectivement... ouais, comment est né, pardon, Michaëla Lemeur, ce projet d'enquête, ce projet de livre? C'est le fruit, hein, d'un long travail d'enquête que vous avez entamé, il y a 10 ans sur les déchets, les matières plastiques, leur recyclage. Qu'est-ce qui vous a, à l'origine, donné l'idée, l'envie de vous intéresser à cela, à la vie sociale aussi, hein, et la vie, internationale des emballages? Alors, c'est une question ancienne, je pense que, probablement assez intime et je pourrais pas tout à fait en faire la genèse. Je sais par contre à peu près dater le moment où j'ai commencé à poser un questionnement anthropologique sur cette question de notre rapport, au sale et au propre, à la pollution, à la souillure, avec, la découverte d'un livre d'une anthropologue britannique qui s'appelle, Mary Douglas, qui a écrit dans les années 60 un livre assez fondateur, hein, sur les études, pour les études sur les déchets. Et arrivée au Vietnam, je m'intéressais au départ, la gestion des déchets dans des petites villes et de savoir pourquoi finalement certaines petites villes pouvaient être qualifiées de sales et puis d'autres pouvaient être qualifiées de propres. Et en m'intéressant aux déchets, un jour, j'ai rencontré une sociologue d'une université qui m'a accueillie dans les environs de Hanoï et qui m'a dit: mais toi qui t'intéresses aux déchets, va voir ce village, Minh Khai, parce que là-bas, il y en a particulièrement beaucoup. Et puis, on raconte que les gens qui y vivent, ils font fortune, fortune de ces déchets. Et donc, c'est comme ça un peu que j'ai mis le pied dans ce recyclage du plastique et que je me suis intéressée à ce village en particulier qui est devenu un peu un nœud pour moi, à la fois de filières matérielles, de matières plastiques, de filières globalisées et localisées, et puis un nœud aussi de questions à déplier à travers l'étude, l'enquête sur le travail concret des personnes et la transformation concrète de ces plastiques que j'ai essayé de décrire tout au long de mon doctorat et que du coup j'écris aussi dans ce livre, dans ce petit livre. Ô temps, suspends ton bol. Ô matière plastique, d'où viens-tu? Qui es-tu? Et qu'est-ce qui explique tes rares qualités? De quoi es-tu donc fait? Quelle est ton origine? En partant de l'objet, retrouvons ses aïeux. Qu'à l'envers se déroule son histoire exemplaire. Extrait d'un court-métrage d'Alain Resnais, Le chant du styrène, sorti en 1958, commandé par une entreprise de pétrochimie et de métallurgie, avec aussi les mots de Raymond Queneau dans ce documentaire. On entend là la poésie du plastique à l'époque, hein. On est dans les années, fin des années 50, une certaine idée peut-être de la modernité. Est-ce qu'il y a eu, comme l'évoquait tout à l'heure aussi, hein, pour vous, Michaëla Lemeur, Flore Vasseur, elle disait: «On se demande ce qui était de l'ordre du monde d'avant et ce qui est de l'ordre du monde d'après». Est-ce que là, quand on entend, cet âge d'or, hein, du plastique, est-ce qu'on en est vraiment sorti? Ah non, je crois pas, d'abord parce qu'on est vraiment tout à fait mondialisé et que les problèmes sont mondialisés. C'est vrai que nous, ce qui commence à nous paraître comme une ineptie absolue, ça reste le signe du progrès dans plein d'endroits. Et en fait, c'est difficile de juger les personnes pour lesquelles c'est encore un progrès
Parce qu'il y a quelques années, enfin voilà, ça faisait tout à fait partie de la vie de tous les jours et on ne le questionnait pas. Donc c'est compliqué On le ça. questionnait autrement, en tout cas. Là, on l'entend aussi à travers cet extrait de documentaire d'Alain Resnais. On questionnait ça comme un progrès Voilà, aussi, c'est hein. ça. Ouais. Non, mais on Ouais. questionnait pas son utilité, Mm. sa fonctionnalité et effectivement le côté absolument, enfin voilà, la modernité qu'il incarnait. Mais ça arrive avec voilà, cette explosion de la consommation, voire de la surconsommation. Enfin, il y a eu tout un corpus d'objets et de messages, et voire même de propagande, qui sont venus justifier ça. Et c'est devenu complètement intégré, bien sûr, dans nos vies, sans qu'on se pose la question de savoir ce que ça faisait. Ce que j'aime beaucoup dans notre discussion aujourd'hui, c'est que on voit que la question de la pollution plastique, puisque c'est le sujet de Michaela, c'est avant tout une question d'injustice sociale. Il faut qu'on arrête de croire qu'il y a d'un côté l'environnement et de l'autre côté les êtres humains. Aujourd'hui, effectivement, les personnes qui trient nos déchets sur les décharges au bout du monde, et il y a une séquence du film qui l'illustre, ben voilà, c'est des personnes qui vivent de ça, qui vivent sur des décharges. Nous, on a filmé la plus grande décharge d'Asie du Sud-Est, qui est Bantar Gelang. Il y a 900 camions par jour qui viennent livrer 6 000 tonnes de déchets. Il y a 22 000 personnes qui y travaillent, c'est 3 000 familles. Il y a des enfants qui, voilà, toute la journée, trient parce que le plastique est recyclé, enfin, est revalorisé, en fait. Et c'est terrible. Et il y a cette prise de conscience que non seulement il y a une catastrophe écologique terrible, mais c'est une catastrophe sociale. Voilà, et c'est cette même pollution plastique, Flore Vasseur, que combat votre jeune héroïne, Melati, depuis ses 12 ans. Elle a commencé à son échelle, dans son quartier, puis dans son pays, l'Indonésie. Elle a fini par obtenir l'interdiction de la vente et de la distribution de sacs, d'emballages et de paille en plastique sur l'île de Bali. On va la retrouver dans quelques instants. Juste vous entendre, Michaela Lemeur, vous êtes avec nous, je le rappelle, en direct d'Aix-en-Provence, où vous enseignez à l'université Aix-Marseille. Vous êtes l'auteur d'un court essai, Le mythe du recyclage, qui vient de paraître aux éditions Premier Parallèle. Ce qu'on entendait là, à l'instant, avec cet extrait du documentaire d'Alain Resnais, ça illustre ça. C'est qu'avant le mythe du recyclage, il y a eu le mythe du plastique comme un matériau roi auparavant. Oui, d'une certaine manière, c'est le plastique représente, les matières plastiques représentent aussi cette pétrochimie florissante qu'on voit dans Le chant du styrène d'Alain Resnais. Et dans ce film, on sent quand même, en fait, on est un peu dans un regard ambivalent sur cette industrie plasturgique, avec à la fois une forme de fascination technologique pour ces tuyaux et ces matières circulantes qui sont très esthétique, et puis en même temps une ironie vis-à-vis de ces matières qui étaient déjà discutées et déjà peut-être parfois même décriées dans les années 50 et les années 60. C'était à la fois le règne du plastique, mais la société de consommation a eu ses critiques et ses détracteurs de longue date. Donc on est un peu entre deux dans ces années 50, et le mythe, je le reprends aussi de la critique formulée par Roland Barthes dans ses mythologies, qui en 1957, donc un an avant la parution de ce film, parlait déjà de matières miraculeuses, en les décrivant avec beaucoup d'humour, et en montrant comment on peut se fasciner pour ce bol dont parle Raymond Queneau dans le documentaire, l'extrait que vous avez passé. Et vous montrez bien qu'il y a les gagnants et les perdants du recyclage aujourd'hui, cette ambivalence du recyclage, de ce geste que l'on pense vers écolo et qui l'est d'une certaine manière. Ça ne veut absolument pas dire qu'il ne faut plus recycler, mais il y a des conséquences, il y a des coulisses aussi de cette grande entreprise fabrique du recyclage aujourd'hui. Vous êtes allé voir du côté des perdants. On va nous se rendre avec vous, Michaela Lemeur, vers la baie d'Along pour montrer les différences de traitement par l'État vietnamien de cette question du plastique. C'est l'autoroute à bateaux, on a tous les mêmes bateaux qui polluent beaucoup, qui ne sont pas très esthétiques. Et c'est un peu le Disneyland, c'est-à-dire on fait tous la queue pour les mêmes choses. On n'a même pas assez de bateaux, parce que le nombre de touristes augmente tout le temps. Et quand c'est la saison haute, on ne peut même pas répondre à la demande. Je me sens triste de voir combien la baie est sale et polluée. Il y a tellement de bateaux.
Tellement de touristes. J'en fais partie et je me sens un peu coupable. Travailler ici et voir de plus en plus de poubelles, ça me rend malade. Les jours où il y a moins de déchets, je me sens mieux. Et quand il y en a beaucoup, je travaille de mon mieux pour qu'au moins mon employeur soit content. Voilà, extrait d'un reportage de France 2 de Maryse Burgot, diffusé en 2018. Michaëla Lemeur, qu'est-ce que vous entendez là? Qu'est-ce que vous voyez là? Peut-être ces deux échelles, ces deux niveaux, une fois encore, entre cette pollution qui est plutôt cachée pour le tourisme et celle qui n'est absolument pas cachée pour les locaux. Alors, la pollution, c'est vrai que cette question que vous évoquiez au début de l'émission, de l'invisibilité, en fait, elle est vraiment inhérente aux enjeux de pollution et à la présence des déchets. En général, les déchets sont très visibles à certains endroits et invisibles à d'autres, parfois invisibilisés d'ailleurs, hein. Et finalement, là, dans la pédalongue, ça m'évoque aussi ce jeu des courants marins qui font qu'à certains endroits se concentrent des déchets et à d'autres endroits plus propices à la circulation, les déchets n'apparaissent pas. Et donc c'est vrai qu'on a aussi des inégalités territoriales très fortes qui apparaissent et donc une sorte d'effet envers du décor, un décor touristique que le Vietnam, sur lequel voilà, une bonne partie de l'économie vietnamienne repose et donc il y a une forme de carte postale à préserver, une bonne image du pays et puis aussi des espaces qui sont moins touristiques ou pas touristiques du tout, comme le village où j'ai enquêté, où effectivement on assiste un peu à cet envers de la consommation ordinaire et de la mondialisation par le bas dont je parlais tout à l'heure. Mmh. Alors le tourisme et ses coulisses, on va partir rejoindre cette fois Melati, qui est l'héroïne de votre film documentaire, Flore Vasseur, héroïne dans le sens où c'est elle que vous suivez à travers le monde, à la rencontre d'autres jeunes qui, comme elle, ont choisi de se mettre en mouvement pour, à leur échelle, sauver la planète. On la retrouve chez elle, extrait de votre documentaire Bigger Than Us. We are unstoppable. A better world is possible. We are unstoppable. A better world is possible. We are unstoppable. A better world is possible. Je m'appelle Melati et j'ai 18 ans. Mais mon histoire commence il y a 6 ans. Bye bye plastic bags. Halo semuanya. Kita dari tim Bye Bye Plastic Bags. Bye bye plastic bags. Bye bye. Ma sœur et moi avons grandi sur l'île de Bali. Il y avait un énorme problème de pollution plastique. Alors à 10 et 12 ans, sans plan ni stratégie, on a lancé une campagne pour faire interdire les sacs plastiques. Pétitions, manifs, grève de la faim, interventions dans les écoles et auprès des dirigeants. Today, just 1 hour at the beach, we collected over 7.50 kilograms of trash. Avant la pandémie, j'avais pris la route. J'avais besoin de rencontrer des personnes de mon âge, avec les mêmes passions, de me lier à elles et de sentir que je n'étais pas seule. Voilà, retour sur cette initiative avec Melati, cette initiative Bye Bye Plastic Bags, Flore Vasseur. Est-ce que elle et tous les autres jeunes que vous avez rencontrés, ça va de Marie qui secourt les migrants à Lesbos, ça va de René au Brésil qui aide les habitants de la favela à sortir de l'ombre et à s'exprimer, ça va de Memory qui encourage les filles à aller à l'école au Malawi. Est-ce qu'on pourrait aussi les appeler à leur manière des petites mains, ces jeunes activistes? Je les appellerais surtout des grands cœurs. J'avoue, ouais, je les appellerais des grands cœurs. Des grands cœurs, ils ont un rapport au monde qui est totalement renouvelé, en fait. Mais un rapport très concret au monde. Exactement, aussi, mais c'est pas... cette idée de quand même aussi lever les manches et puis se dire on y va. Bien, et on bien sûr, commence mais par là où c'est on bien est. parce que le cœur est dans la balance. Voilà, il y a une connexion à ce qui se passe et à leur environnement immédiat qui est exceptionnel parce que ça les concerne. Donc effectivement, ils prennent à bras-le-corps des grands enjeux et puis tout d'abord, ils essayent de sauver leur peau. Donc, dans 5 cas sur 7, donc il y a 7 personnes qu'on est allé rencontrer dans ce film. Dans 5 cas sur 7, ils ont agi pas par idéologie, pas par culpabilité ou quoi que ce soit. Ils ont agi parce qu'il fallait qu'ils sauvent leur peau. Et puis, en se sauvant eux, ils ont sauvé ceux
qui sont autour d'eux. Ils ont découvert une communauté, ils ont trouvé une place, des liens, un sens, une utilité. Dans le monde dans lequel on est, c'est pas mal, quoi. Donc, l'expression petite main me fait peur parce que j'ai l'impression pour moi, je l'entends comme des personnes qui seraient victimes de quelque chose. Justement, ils ont renversé la charge. Ils sont plutôt éminemment debout et vibrants. Melati, c'est pas non plus un peu la success story qui cache d'autres histoires qui n'ont pas aussi bien tourné? J'en sais rien. Vous savez, des histoires d'activisme, c'est d'abord énormément de sang, de sueur, de larmes. Et puis parfois, vous avez des petites victoires. Melati en a eu une. Elle a 20 ans aujourd'hui. Elle doit être à son 4e burn-out. Elle est extrêmement seule. Et d'ailleurs, c'est la motivation de faire ce film. Le film, c'était de se dire, ces gens-là agissent, mais ils savent pas qu'ils appartiennent à quelque chose de plus grand qu'eux, qu'il y a quelque chose qui est en train de se lever. Et donc l'idée de partir autour pour que Melati se connecte aux autres, cette idée-là, c'était une idée de lien et de justement rendre visible ce qui ne l'était pas. Donc je ne sais pas si Melati ou les personnes qui sont dans le film se reconnaissent comme étant la jolie petite histoire. D'abord, ils font ça depuis, pour certains, 2/3 de leur vie. Minimum 6 ans, ils ont démarré à 12 ans. Donc, ce n'est pas des engagements courts. Et pour une victoire, il y a 50 batailles perdues. Vous avez eu cette image de la connexion, du réseau. Hein. Ils se lient entre eux de manière assez horizontale et tout à l'heure, d'une autre manière. Michaëla Lemeur parlait de mondialisation par le bas. C'est le cas. Ce sont pas ils ne font pas partie de l'élite. Ils se sont à un moment retrouvés sur des combats communs. C'est une nouvelle manière pour vous de faire de la politique? Pour eux, en tout cas, alors c'est pas conscient, hein, mais c'est vrai que je trouve que mis bout à bout, ça dresse un drôle de miroir à l'égard des hommes et des femmes au pouvoir aujourd'hui. Parce que justement, on est dans l'inverse. C'est l'inverse de la proposition. C'est-à-dire que eux sont hyper connectés, hyper présents, hyper locaux, hyper concrets. Ils sont loin des caméras, des micros, ils ne les cherchent pas, ils ne cherchent pas à séduire ni à plaire. Encore une fois, ils cherchent à aider les autres. Et puis parfois, cette action-là, de bout en bout, parce qu'elle déclenche une chaîne de réaction, arrive à des grands changements systémiques. Par exemple, Memory Banda a refusé, à l'âge de 13 ans, d'aller dans un camp d'initiation dans lequel exactement toutes les filles du Malawi vont quand elles ont leurs premières règles, pour être éduquées à être une bonne mère, à être une bonne femme. Le dernier jour, quelqu'un passe dans ces camps et viole toutes les fillettes. C'est un rite de passage, c'est absolument horrible. Les filles ont entre 11 et 12 ans. Elles sont souvent enceintes. Elles tombent enceintes, elles arrêtent l'école, elles sont mariées, bien sûr de force. Les filles sont une commodité, une marchandise dans ces pays, parce que ce sont des sources de revenus pour les familles. C'est absolument horrible. Et Memory a refusé d'y aller. Et de cet acte-là, s'est déclenché encore une fois une chaîne de réaction énorme, c'est-à-dire que les filles autour d'elles ont vu que l'une d'entre elles refusait, que toutes les traditions et toutes les rumeurs qu'on mettait sur elles, les menaces, on leur disait « mais si tu vas pas au camp, ta peau va devenir cendrée, ta maman va mourir, il va y avoir des calamités, etc. » En fait, elle a été l'exemple concret que rien de tout cela arrivait. Les filles se sont liées à elle, elles ont commencé à parler de ces histoires de camp, ce qui était absolument interdit. Elles ont elles ont fait elles ont forcé le chef du village à arrêter ce camp. Le village d'à côté en a entendu parler, puis le village d'à côté, puis le village d'à côté. C'est comme ça qu'un certain nombre de camps se sont arrêtés. Memory s'est rendu compte que la situation des filles était catastrophique et il y avait un lien très fort entre la façon dont on traite les filles en Afrique et le développement du pays, que c'était un enjeu systémique que les filles soient éduquées. Elle est rentrée dans cette bataille et quelques années plus tard, elle a contribué à un changement de la Constitution, c'est quand même pas rien, qui a relevé l'âge légal du mariage de 15 à 18 ans. Et cette femme s'est faite toute seule. Enfin, elle était on est allé la rencontrer au fin fond du Malawi. J'avoue que je ne savais même pas que ces choses-là existaient encore. Enfin, voilà, c'est dingue de voir ça et surtout, encore une fois, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai réagi à votre expression petite main, c'est des grands cœurs.
Voilà. Et elle s'est mise dans la bataille à partir du moment où elle s'était sauvée. Elle a emporté les autres filles avec elle. 13h20 sur France Culture. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Avec Flore Vasseur, notre invitée réalisatrice de Bigger Than Us, un film documentaire à voir au cinéma en ce moment, et avec l'anthropologue Michaëla Lemeur qui signe aux éditions Premier Parallèle le mythe du recyclage. Le mythe du recyclage, justement, Michaëla Lemeur. Vous avez ouvert la boîte noire du recyclage. Vous parlez de mythe à déconstruire, comme d'autres l'ont un jour tissé, ce mythe-là. Pourquoi faut-il le déconstruire aussi aujourd'hui ? On a besoin de nouveaux récits, de se raconter d'autres histoires. Alors, effectivement, la question du mythe, c'est une vieille question des sciences sociales, venant du monde un peu de l'anthropologie, du logos. Chez les Grecs, on distinguait un peu le mythe et le logos. Déconstruire des mythes, questionner des évidences, c'est un peu le travail des sciences sociales. D'exercer ce doute sur des récits qui semblent simples. Et donc, le logo du recyclage me semblait contenir un récit, un mythe au sens d'une histoire sans auteur. Voilà, personne ne l'a vraiment écrit, mais on se la raconte, cette histoire. Et parfois, on l'arbore. Je parlais tout à l'heure de cet homme que j'ai croisé à Marseille dans la rue et qui portait sur son t-shirt un logo du recyclage, fièrement arboré sur son torse. Et je me suis demandé à nouveau comment ce symbole technique, pratique, qui au départ permet de qualifier des matières qu'on va recycler, qui sont installées dans un carton, devient un symbole éthique, esthétique, qu'on peut défendre et donc imprimer sur un t-shirt. Donc il y a quand même dans ce logo quelque chose qui me semblait intéressant de déconstruire, effectivement, en ouvrant la boîte noire. Alors la boîte noire qui est à la fois le système mondialisé de ce recyclage qui transite par des containers. Donc c'est aussi une boîte noire au sens de ces containers remplis de déchets qui sillonnent la planète entre les continents. Et à l'intérieur de cette boîte noire, c'est vrai que moi j'utilise beaucoup ce terme de petite main parce qu'il me permet aussi de montrer le travail concret de ces personnes dans le village de recycleurs où j'ai enquêté, qui en fait font un travail très souvent manuel, au sens littéral du terme, de tri entre les plastiques souillés de différentes couleurs, qui actionnent des machines, qui fusionnent le plastique dans une pâte grumeleuse et le découpe en petites pépites qui va être refondu, etc. Donc moi, j'utilise beaucoup ce terme de petite main parce qu'il me permet aussi de mettre l'accent à la fois sur le travail concret et sur les inégalités qui sont en fait, je pense, quand même au cœur de cette question de la pollution parce que l'exposition à la pollution et à la toxicité de certaines matières est inégale. Et au Vietnam, pour reprendre cette question de la conscience environnementale, les gens que je rencontre au Vietnam sont souvent très conscients. Il y a des poches de résistance, justement. Alors, voilà. Vous parlez de cette conscience. En fait, il y a une conscience de la part de nombreuses personnes de la pollution et il y a beaucoup d'inquiétudes qui émergent au Vietnam comme ailleurs face à cette pollution environnementale qui aussi entraîne des enjeux de santé très forts. Et au Vietnam, beaucoup de personnes s'inquiètent du développement notamment de cancers qui peuvent être associés à des problèmes environnementaux, ici comme ailleurs d'une certaine manière. Donc il y a une très forte conscience, je pense, de ces enjeux de pollution. Maintenant, le Vietnam, et je ne connais pas du tout l'Indonésie, mais le Vietnam, c'est un régime autoritaire où la critique est du coup soumise à de fortes pressions liées à la censure. Le Vietnam est classé dans les derniers pays du classement de la liberté de la presse par Reporters sans frontières, et on a des blogueurs et des journalistes qui vont en prison dans ce pays. Donc, critiquer le régime vietnamien est un exercice particulièrement risqué. Et donc, face à cette conscience, on a des institutions qui peuvent être parfois peu enclines à écouter la critique.
même si dans les instances gouvernementales, on a aussi des personnes qui voient bien l'enjeu environnemental, qui essayent de défendre aussi leur pays. Oui, parfois c'est même un enjeu économique pour les dirigeants qui passent par le tourisme et la peur de voir les portes d'un pays se fermer dans ces Voilà, situations-là. c'est tout à fait... Pardon. Ouais, non, pardon, Michaela Lemeur, en un mot. Oui, simplement sur cette question économique, effectivement, les gagnants, si on prend un peu cette métaphore, c'est un peu schématique, mais du recyclage, eux aussi peuvent au contraire être un peu embêtés qu'on leur pose des questions liées à l'environnement, à la protection, qui peuvent mettre en danger leurs sources de profit et leurs entreprises. Et donc, en fait, on est quand même dans des enjeux de lutte qui me semblent assez importants. On évoquait la naissance de nouveaux récits avec vous, Michaela Lemeur, avec vous, Flore Vasseur, et c'est vrai que ces nouveaux récits, ils passent par des symboles, par de nouveaux mots, par de nouveaux concepts, et souvent aussi par leur reconnaissance juridique. On va écouter un dernier extrait de Bigger Than Us et se rendre dans la direction du Colorado aux États-Unis. Ça, c'est mon ancienne école. Allez, on filme rapidos, il n'y a pas de flics. Le parc pour enfants. Non, ça me rend fou. Tu vois, ça, c'est la parfaite illustration d'un problème omniprésent dans ce beau pays. Le racisme environnemental. Au départ, ce forage devait être installé près d'une école majoritairement blanche. Mais les parents se sont plaints. Alors l'entreprise a décidé de s'installer quelques centaines de mètres plus loin, près de cette école, où les enfants sont en majorité latinos ou métis. Ouais. L'industrie fort près des hôpitaux, des écoles, des maisons de retraite. Le taux de mortalité augmente, le nombre de bébés morts-nés aussi, les cancers se multiplient, les troubles endocriniens font baisser la fertilité. Ça me désespère. C'est mon peuple, ma communauté. Voilà, ça le désespère, mais quand même, il réagit. Il bouge aussi, ce jeune homme, Shoutescal, que vous avez rencontré aux États-Unis. Hein. Et il fait partie de ces visages qu'on évoquait, ces visages de la mondialisation, de cette contre-mondialisation qui est en train de s'écrire. Hein, Flore Oui, Vasseur. et cette contre-mondialisation qui comprend qu'au cœur de tous les problèmes, et on en a parlé aujourd'hui, il y a un problème d'injustice. La question des déchets dont on parlait tout à l'heure, avec cette réaction que, bien sûr, les populations sont au courant que ça a un impact sur leur santé, mais elles n'ont pas le choix. C'est un énorme business. Tant que nos indicateurs économiques valoriseront l'industrie des déchets comme un gain de positivité, un gain de PIB, il y aura ces industries. Il y aura, on compte de la même manière l'industrie des déchets et l'industrie du tourisme. Donc c'est sûr que au Vietnam, ils doivent faire un arbitrage. Il y a un travail de fourmi qui se fait, un travail de colibri aussi, et qu'on peut retrouver à la fois dans votre livre, Michaela Lemeur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour le mythe du recyclage qui paraît aux éditions Premier Parallèle. Merci à vous, Flore Vasseur, et ce film Bigger Than Us qui est à voir en salle au cinéma aujourd'hui. Merci à toutes les deux et à toute l'équipe de La Grande Table, Oriane Delacroix et Hosanna Chauvin qui ont programmé et préparé La Grande Table Culture aujourd'hui, Lucas Bretonnier avec Laura Dutèche-Pérez pour La Grande Table des idées, c'était Thomas Beau à la réalisation, Jean-Frédéric à la technique. Merci à vous.